L'espace, comment on va accrocher? Épisode 2, les ferrailleurs de l'espace. Ce 4 mars 2022, on se crache sur la Lune. Et ce n'est pas l'habituelle pluie de météorites, ni Armageddon, ni Don't Look Up. Pour la première fois, un objet artificiel terrien mesurant 2,50 m se crache sur la Lune. Non, ce n'est pas la Twingo de Thomas Pesquet. C'est quoi? On a d'abord pensé à la Tesla de SpaceX ou l'une de ses fusées Falcon. Mais ce n'est pas possible, depuis 1972, on n'a envoyé personne sur la Lune. Non, il s'agirait d'un vestige de la mission Chang'e 5 T1. Chang'e 5 T1, c'est l'engin spatial chinois expérimental qui avait été lancé le 23 octobre 2014 afin de tester la capsule de rentrée et des différentes manœuvres en orbite lunaire, dans le but de valider certaines phases de vol de la mission de retour d'échantillons lunaires Chang'e 5 de 2019. Ah ouais, je sais pas comment ils ont testé leur phase de rentrée, parce qu'on voit que l'engin, lui, il est jamais rentré. Il est resté en plan et maintenant, il s'écrase sur la Lune. Quand même, ils auraient pu ranger leur bordel. Heureusement, personne n'a rien vu. C'est sur la face cachée. Il y a encore des négationnistes qui vont dire que ça n'est jamais arrivé. La superficie de la Lune, c'est l'équivalent de l'Afrique. Donc, il faut s'imaginer qu'on a l'équivalent d'une voiture qui va se cracher en Afrique. Alors, pas de panique, on est loin du scénario de Don't Look Up. Il faudra juste aller nettoyer le bordel le jour où on retourne sur la Lune. Pendant que nous attendons d'éventuelles images prises par 2 satellites américains et indiens qui orbitent autour de la Lune afin de confirmer ce crash, il est temps de s'intéresser à tous ces morceaux de ferraille qui traînent en orbite, sur la Lune ou carrément sur d'autres planètes de notre système solaire. Depuis le gant qu'Edward White a laissé s'échapper lors de la première sortie extravéhiculaire américaine en 1965, les différentes orbites de nos satellites sont peuplées de milliers de débris. On en dénombre minimum 5000 de plus d'1 mètre. Rien que pour l'orbite géostationnaire à 36 000 km. Quels sont-ils? Il y a de tout, des étages de fusées bien sûr, mais aussi des satellites qui ne fonctionnent plus, des objets et déchets abandonnés par les missions, sans parler de boulons et morceaux de métal à la dérive. Parmi eux, 130 millions mesurent 1 cm ou moins. Ça paraît insignifiant, mais un débris qui croise un panneau solaire ou une paroi de la station spatiale à la vitesse d'une balle de fusil, ça nous donne un joli trou. Le film Gravity exagère à peine nos propos. Ah bah oui, je vois bien, rien qu'avec les grêlons, les dégâts qu'on a. Sans parler que depuis le premier pas de l'homme sur la Lune en 1969, elle a pris du poids. L'homme lui a prélevé 382 kg de roches, mais a laissé plus de 380 tonnes de matière artificielle. Il peut pas aller à la déchetterie sur la Lune, elle est fermée. Il y a eu certes les missions Apollo, mais que dire des robots autonomes russes, européens, chinois et américains? Sur la Lune, on pourrait penser qu'il n'y a que les expériences et les drapeaux des missions. Il n'en est rien. Les 3e étages de 6 fusées Saturne V, les pieds de LEM et la partie supérieure après le départ de la Lune, avec les restes des sondes Ranger et autres surveilleurs, ne représentent que la partie américaine. N'oublions pas les 3 rovers lunaires et tous les outils et souvenirs laissés. La première chose à faire quand on s'installera sur notre satellite, ce sera peut-être de faire le ménage et d'ouvrir un musée de préhistoire astronautique. Vous pouvez d'ores et déjà réserver votre entrée pour le même futur musée qu'on ouvrira sur Mars également. Mars, la plus grande case de vaisseaux. Ils ne sont même pas extraterrestres, comme les avait imaginé Stewart Cowley dans son très bel album de dessin en 1980, Épave de l'espace. De 1971 à nos jours, la planète rouge compte plus d'une vingtaine d'atterrisseurs et astromobiles. Ajoutons à ceci les parachutes, les airbags, les modules d'assistance à l'atterrissage et tous les bouchons d'expérience et autres débris. On n'est pas encore allé habiter la planète qu'on a déjà mis du bordel. Elle va avoir du boulot, Greta Thunberg. Mais nos pierres du petit pousset ne s'arrêtent pas là. Pensez à la mission Cassini sur Saturne avec Huygens et sa descente sur Titan, il y a 15 ans déjà. Quand il a atterri, il a tourné dans le mauvais sens, mais il nous a pris de bonnes photos. Il a su mesurer les vents, identifier les hydrocarbures contenus dans l'atmosphère, détecter des signes de processus internes de Titan comme le cryovolcanisme.
Aujourd'hui, on prépare une autre mission d'exploration de la surface de Titan, Dragonfly, de la NASA, qui, elle, va tourner dans le bon sens. Et tu crois qu'elle va pouvoir aller récupérer son copain ? Et puis, on a aussi la sonde européenne Rosetta, dont l'atterrisseur Philae est allé flirter avec la comète Tchouri. Depuis, on les a laissés ensemble. Enfin, plus proche de nous, les missions soviétiques de Vénus, qui ont lancé dans les années 80 les sondes Vega 1 et 2, chargées d'étudier Vénus et au passage la comète de Halley, elles sont actuellement toujours en orbite héliocentrique. Les sondes Venera 13 et 14 ont même pu prendre des photos du sol de Vénus avant d'être écrasées par la pression de l'atmosphère. Bien entendu, les agences spatiales sont sensibles à ce problème. Cela va donner naissance à un nouveau métier, éboueur de l'espace, ou pilleur d'épaves comme dans Star Wars. Ce thème est parfaitement abordé dans une série TV japonaise, Planète, de 26 épisodes en 2003, qui débute sur fond d'accident spatial lors d'un transport vers la Lune colonisée. Un avion spatial est désintégré par un boulon pris en pleine face. Il est créé alors la section débris. Aujourd'hui, il est envisagé différentes méthodes de récupération ou de déviation de débris par l'ESA ou la NASA, par exemple un remorqueur magnétique, enrober les déchets avec de la mousse ou utiliser un harpon ou un filet pour récupérer les satellites. Il est aussi prévu de préparer la disparition d'un satellite lors de sa construction par l'utilisation de matériaux dégradables. Il est question de limiter les coûts car un projet de récupération revient aussi cher qu'un projet initial de satellite. Eh oui, dans le spatial, l'écologie a son espace. Les fusées ont aussi leur taxe carbone. Depuis les frégates de Vasco de Gama sur Terre aux sondes spatiales qui frôlent l'éternité en ce moment, l'homme marque son territoire, c'est connu. C'est le prix à payer pour enrichir l'aventure humaine. Et d'ailleurs, on remet ça avec le lanceur SLS de la NASA, qui relance le voyage sur la Lune avec le programme Artemis. La Lune, ça repart. On vous en parle dans le prochain épisode de L'espace. Comment on va accrocher.